Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, certaines images ont le pouvoir de changer le monde. Vous vous souvenez peut-être de cette photographie iconique, notre Terre vue depuis la Lune, capturée par les astronautes d'Apollo. Une simple bille bleue, suspendue dans le vide, si fragile et solitaire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre image. Une image qui a changé à tout jamais ma propre vision du monde et de l'univers, et qui m'a laissé un sentiment étrange qui me hante encore aujourd'hui. Laissez-moi vous la montrer. La voici. À première vue, on dirait une photo simple du ciel. Mais je vais vous faire voir que cette photo est beaucoup plus importante que tout ce que vous auriez pu imaginer. Elle nous vient du télescope James Webb et nous montre un minuscule morceau du ciel. Ce n'est pas grand-chose à première vue, mais pour vous donner une idée, cette portion représente l'équivalent de la taille d'une tête d'épingle tenue à bout de bras. Pourtant, dans cet espace dérisoire, nous ne trouvons pas juste quelques étoiles. Non, nous y trouvons des milliers de galaxies. Chacune d'entre elles, comme la nôtre, contenant des milliards d'étoiles et probablement autant de planètes. Et ça, ce n'est qu'un début. Cette image a révélé des galaxies si lointaines, si faibles, qu'elles étaient invisibles au précédent télescope, y compris Hubble. Certaines d'entre elles ont émis leur lumière il y a plus de 13 milliards d'années, à une époque où l'univers n'était qu'un enfant. En un seul cliché, nous venons de plonger en quelque sorte dans le passé, plus loin que jamais auparavant. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Cette image n'a pas été prise dans une région spéciale du ciel, mais dans une zone complètement anodine, choisie précisément parce qu'elle semblait vide. Et pourtant, elle déborde de galaxies. Alors imaginez, si un fragment aussi petit est aussi riche, qu'en est-il du reste? Et plus nous regardons loin, plus nous semblons en découvrir d'autres, encore plus distantes. À chaque pas, l'univers dévoile de nouveaux secrets, comme s'il n'avait jamais de fin. Et c'est là qu'une question a commencé à me venir. Une question qui m'a hanté pendant des jours, des semaines. Jusqu'où ça va? Est-ce que l'univers est infini? Est-ce qu'il a une limite, une frontière, quelque chose après lequel il n'y a plus rien, plus d'étoiles, plus de galaxies? Au fin fond de l'univers, y a-t-il un mur ou une barrière infranchissable? Mais plutôt que de vous parler d'équations et de théories abstraites aujourd'hui, je vous propose de faire plus simple. Et si on y allait tout simplement? Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, vous et moi, à l'intérieur d'une fusée fictive en direction de l'infini. Nous allons découvrir ensemble ce qui se cache au fin fond de notre univers. Nous ressentons d'abord une secousse sourde, puis l'incroyable poussée de notre fusée qui s'élance vers le ciel. Nous venons de quitter la surface de la Terre, notre berceau. À quelques kilomètres à peine, l'atmosphère bleue s'estompe, le ciel fonce, et en moins de 10 minutes, grâce aux technologies avancées dont nous disposons, notre fusée atteint l'orbite basse. Une performance à première vue formidable, mais en réalité, c'est à peine un premier pas. Là, devant nous, se trouve la Station spatiale internationale. Elle n'est qu'à environ 400 km au-dessus du sol, à peine la distance d'un Paris-Lyon. Mais c'est déjà un exploit d'y accéder. Un vaisseau classique met une dizaine d'heures pour rejoindre l'ISS après le décollage. Pourtant, cette altitude dérisoire à l'échelle cosmique est déjà suffisante pour que le paysage se transforme. Nous voyons clairement la courbure terrestre, la fine couche bleue de notre atmosphère et surtout le silence sidéral autour. On pourrait croire que nous avons parcouru un bon bout de chemin. Mais comparé, la Lune est à près de 400 000 km, soit 1000 fois plus loin que l'ISS. Pour y aller, même les fusées les plus puissantes de notre histoire, comme Saturne V, prendraient 3 jours entiers. Un avion de ligne met environ une journée pour faire le tour du globe en multipliant les escales. La Lune, c'est 30 fois le diamètre de la Terre, une traversée qui défie déjà notre intuition. Et ce n'est rien à côté des distances interplanétaires. Le Soleil, notre étoile, est à 150 millions de kilomètres. La lumière, la chose la plus rapide qui soit, met plus de 8 minutes pour nous atteindre. 8 petites minutes pour qu'un photon quitte la surface solaire et vienne frapper notre rétine. Pourtant, c'est déjà une éternité à l'échelle de nos voyages humains, sans parler des planètes Mercure, Vénus, Mars, chacune en orbite à des dizaines, voire des centaines de millions de kilomètres du Soleil. À côté de ces chiffres, l'altitude de l'ISS ou même la distance Terre-Lune sont ridicules, faibles. Nous voilà désormais loin de la Terre, loin de l'orbite lunaire. Plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que ce que nous appelons le système solaire est un vaste désert noir, où les planètes et les astéroïdes sont autant de petits oasis perdus dans l'immensité silencieuse. D'abord, il y a le système solaire interne. C'est la région où se trouvent les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars.
Dans l'Antiquité, on ne savait pas encore qu'il s'agissait de mondes rocheux. On y voyait des points lumineux errants qu'on a baptisés planètes, et on leur prêtait des puissances divines. La planète Mercure, petite, rapide et proche du Soleil, porte bien le nom du messager rapide des dieux romains. Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, est associée à cette brillante étoile du matin et du soir, éternellement plus proche du Soleil, plus lumineuse que toutes les autres planètes. Aujourd'hui, nous savons que Vénus est un enfer suffocant. Mars, le dieu de la guerre, apparaît rouge à l'œil nu. Les anciens y voyaient le symbole du sang et des conflits. Mais la réalité est plus subtile. C'est sa surface oxygénée qui donne cette teinte, car, en fait, elle est rouge parce qu'elle est rouillée en quelque sorte. À l'échelle de notre voyage, Mars est déjà beaucoup plus loin que la Lune, mais c'est encore un monde voisin. En quittant les planètes intérieures, notre fusée traverse la ceinture d'astéroïdes, un vaste anneau de débris rocheux. On pourrait s'attendre à un champ de cailloux denses, mais c'est tout l'inverse. Même ici, la distance moyenne entre deux gros astéroïdes se compte en millions de kilomètres. Notre vaisseau file dans ce silence, croisant ça et là un bloc de roche. Chacun, même le plus grand, est à peine une goutte d'eau dans un océan de vide. Au-delà, nous entrons dans le royaume des géantes gazeuses. Jupiter, l'emblème des dieux, la plus massive, est à plus de 5 unités astronomiques du Soleil. Chaque unité astronomique vaut 150 millions de kilomètres. La lumière met plus de 40 minutes pour faire ce trajet. Pour une sonde terrienne, c'est déjà des années de navigation. Plus nous avançons, plus les distances deviennent abstraites. Uranus, Neptune, à des dizaines d'unités astronomiques, ne sont plus que des taches bleutées glacées bousculées par des vents inimaginables. La sonde Voyager, lancée dans les années 70, a mis une décennie pour atteindre ses confins. Au-delà de Neptune s'étend la ceinture de Kuiper, un champ d'objets glacés parmi lesquels Pluton, autrefois considéré comme une planète, n'est qu'un membre parmi tant d'autres. New Horizons, l'une de nos plus rapides sondes, a mis presque 10 ans à y parvenir. Et pourtant, ce n'est même pas la fin. Bien plus loin, à des milliers, des dizaines de milliers d'unités astronomiques, se trouve le nuage de Oort, une sorte de réservoir de comètes. Il pourrait s'étendre jusqu'à presque 2 années-lumière, un quart de la distance à l'étoile la plus proche. Même en accélérant sans cesse, la notion de temps et de distance se brouille. Les nombres s'étirent et deviennent incommensurables. Si déjà le système solaire semble être un gouffre sans fond, qu'en est-il des espaces entre les étoiles ? Le cosmos est un désert noir, parsemé de quelques perles brillantes. À ce stade, l'esprit vacille. Là où nous sommes, toutes ces beautés sont de minuscules points perdus dans le lointain. Notre vaisseau file, et le système solaire, que nous croyons immense, n'est que le premier palier d'un escalier cosmique sans fin. Il est temps de pousser plus loin encore. Nous sommes à l'entrée de l'espace interstellaire, un vide plus immense encore où le vent solaire s'essouffle, où l'influence directe de notre étoile s'amenuise et où la gravité du Soleil cède peu à peu la place à celle d'autres astres de la galaxie. Ici, chaque direction est semblable. Pas de nord, pas de sud et pas de repère évident. Le concept même de voisinage prend une dimension vertigineuse. La plus proche étoile après le Soleil est Proxima du Centaure, située à environ 4,24 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, ce qui fait à peu près 10 milliards de kilomètres. À notre échelle, c'est inconcevable. Notre fusée qui continue encore d'accélérer doit multiplier sa vitesse par des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers pour que cette distance devienne gérable dans un temps raisonnable. Et même comme ça, cela resterait un voyage colossal. Proxima du Centaure est une naine rouge discrète, invisible à l'œil nu depuis la Terre. Elle orbite à proximité du système Alpha du Centaure, un ensemble d'étoiles brillantes qui, vues depuis l'hémisphère sud, forment un repère familier dans le ciel. Proxima héberge une exoplanète, Proxima b, située dans la zone habitable de l'étoile, c'est-à-dire la bonne distance pour que l'eau liquide soit possible à sa surface. Malgré tout, nous ne savons presque rien de ce monde. Est-il rocheux? Possède-t-il une atmosphère? De l'eau? Cette planète est, à l'échelle cosmique, juste à côté de chez nous. Et pourtant, elle reste un mystère, perché au fond de la nuit. Si nous continuons notre route, nous entrerons dans un rayon de quelques dizaines d'années-lumière autour du Soleil. Dans cette bulle restreinte, il y a environ 1400 systèmes solaires
et plus de 2000 étoiles si on compte les systèmes multiples. Une véritable foule cosmique, mais une foule invisible à l'œil nu, ou presque, tant les distances sont énormes. Parmi ces milliers d'étoiles, la plupart sont des naines rouges, faibles et froides, brillant d'une lueur pâle, vivant des milliards d'années. Il y a aussi des étoiles plus massives, des naines jaunes similaires au Soleil, des naines oranges plus froides, des géantes rouges en fin de vie, ou encore quelques étoiles bleues rares et extrêmement lumineuses, chauffées à des températures si élevées qu'elles éblouissent leur environnement. Et puis, il y a les exoplanètes. Depuis les années 90, nous savons que les exoplanètes ne sont pas un privilège du Soleil. Les astronomes ont détecté des milliers d'exoplanètes, et la plupart des systèmes proches en abritent au moins une. Certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, ce qui nous fait rêver sur l'existence de liquide. D'autres sont des géantes gazeuses brûlantes, orbitant si près de leur étoile que leur année dure quelques jours. D'autres encore sont des super-terres, plus massives que la Terre, mais plus petites que Neptune, dont les conditions peuvent varier de paradisiaques à infernales. Regardons par exemple le système de l'étoile Ross 128, à environ 11 années-lumière. Cette modeste naine rouge héberge une planète, Ross 128b, dont les conditions de surface pourraient être étonnamment proches de celles de la Terre. Sa masse est légèrement supérieure à la nôtre, et la gravité à peine plus forte. La température pourrait être de quelques degrés seulement en dessous de la moyenne terrestre. C'est un monde potentiellement tempéré, peut-être un havre. Mais il est si loin. Même à la vitesse de la lumière, il nous faudrait plus d'une décennie pour y parvenir. À 16,8 années-lumière, nous pourrions croiser Altaïr, une étoile bleu-blanche, brillante, plus massive et plus chaude que notre Soleil. Altaïr tourne si vite sur elle-même qu'elle en est aplatie. Plus loin, à 25 années-lumière, nous pourrions approcher Fomalhaut, un système solaire triple avec une étoile principale jaune et jeune. Elle est entourée d'un disque protoplanétaire de gaz et de poussière, un véritable berceau pour de futurs mondes. Cependant, les étoiles ne sont pas éternelles. Elles naissent, grandissent, consomment leur carburant nucléaire, parfois engendrent des planètes et finissent par mourir, laissant derrière elles des naines blanches, des étoiles à neutrons ou parfois des trous noirs. Nous pourrions passer des heures, des jours, des années à évoquer chaque voisin, chaque particularité, chaque exoplanète étrange. Certains mondes sont peut-être de gigantesques océans sans surface solide, d'autres des déserts de glace ou des fournaises volcaniques. Les distances étant ce qu'elles sont, notre savoir reste fragmentaire, basé sur quelques mesures de rayonnement stellaire, sur l'oscillation gravitationnelle des étoiles et sur le tamisage des faibles lueurs planétaires qui passent devant leur soleil. En nous éloignant toujours plus des étoiles proches, nous entrons dans une autre dimension de l'immensité, celle de la galaxie, la Voie lactée, notre maison cosmique. Nous venons de quitter une bulle d'une cinquantaine d'années-lumière déjà remplie de milliers d'étoiles, mais ce n'était qu'une goutte dans un océan. La Voie lactée, c'est environ 100 000 années-lumière d'un bord à l'autre, un disque spiralé de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Le Soleil, à notre échelle, n'est qu'un point quelconque situé à environ 25 000 années-lumière du centre galactique, niché dans un bras spiral secondaire appelé bras d'Orion. La plus grande partie des étoiles que nous voyons la nuit ou que nous détectons dans nos télescopes se trouve au sein d'un rayon de quelques centaines, voire milliers d'années-lumière. Un volume dérisoire comparé à la taille totale de la galaxie. Essayez de vous imaginer l'échelle. Si le Soleil était réduit à la taille d'une cellule sanguine, alors la Voie lactée serait grande comme un continent, une Europe de 3000 km de large. Les espaces entre les étoiles sont faramineux, et ce que nous avons considéré précédemment comme d'immenses gouffres interstellaires n'étaient en fait que de petits interstices. Ici, nous parlons de traverser non plus quelques années-lumière, mais quelques milliers, puis quelques dizaines de milliers pour franchir ne serait-ce qu'un bras de la galaxie. Il faudrait imaginer des temps démesurés à des vitesses incroyablement élevées. Au centre de la galaxie se trouve un objet fascinant, un trou noir supermassif nommé Sagittarius A étoile. On estime sa masse à environ 4 millions de fois celle du Soleil. Autour de lui, un gigantesque bulbe d'étoiles anciennes compacté dans une région où la densité stellaire est bien plus élevée. De là partent les bras spiraux, riches en gaz et en poussière, et en zone de formation d'étoiles. Les nébuleuses sont des exemples de ces pouponnières stellaires, des bulles de gaz et de poussière qui donnent naissance à de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Maintenant, notre vaisseau continue d'accélérer.
Mais même si nous pouvions voyager à une fraction conséquente de la vitesse de la lumière, traverser la galaxie resterait une tâche titanesque. À la vitesse de la sonde Voyager 1, qui file à environ 17 km par seconde, il faudrait 550 millions d'années pour atteindre notre point. En quittant la Voie lactée, notre vaisseau pénètre dans un territoire où les distances ne se chiffrent plus seulement en milliers d'années-lumière, mais en millions. Le groupe local. Cet ensemble d'une cinquantaine de galaxies, dominées par 3 spirales, la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle, s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Autour de ces géantes gravitent des galaxies naines irrégulières, parfois à peine plus grandes qu'un amas d'étoiles. La Voie lactée que nous pensions gigantesque n'est plus qu'une île parmi d'autres dans un archipel galactique. Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière, est la galaxie spirale la plus proche. On pense qu'elle contient jusqu'à 5 fois plus d'étoiles que la Voie lactée et un noyau complexe qui suggère qu'elle a déjà englouti d'autres galaxies par le passé. Notre vaisseau, toujours en accélération, sillonne cet espace intergalactique. Les galaxies du groupe local ne sont pas simplement posées là, elles interagissent gravitationnellement. La collision future entre la Voie lactée et Andromède, dans environ 5 milliards d'années, sera un événement d'une ampleur difficile à imaginer. 2 gigantesques galaxies spirales fusionnant pour former une encore plus grosse galaxie elliptique. Mais pour nous, ces milliards d'années sont presque abstraits. Nous survolons en quelques instants ces régions que même les photons mettent des millions d'années à traverser. Si l'on élargit encore le champ de vision, le groupe local apparaît comme une petite entité au sein d'une structure bien plus vaste. La feuille locale, puis le superamas de la Vierge. Ces galaxies ne sont pas simplement éparpillées au hasard. À grande échelle, elles se rassemblent en filaments, en amas et en superamas, formant une structure cosmique évoquant une toile d'araignée gigantesque. Le superamas de la Vierge, auquel nous appartenons, s'étend sur plus de 150 millions d'années-lumière. Il contient des milliers de galaxies réparties dans des amas et des groupes. À notre vitesse, les effets relativistes commencent à se faire ressentir. Le passé, le présent et le futur deviennent presque des concepts abstraits, déformés par la rapidité de notre déplacement. L'espace lui-même se contracte dans la direction de notre mouvement, rendant ce qui est théoriquement inaccessible bien moins lointain. Mais cette relativité ne suffit pas à annuler la démesure des distances. Et ce n'est pas tout. À ces échelles, l'expansion de l'univers entre en jeu. Au-delà de quelques centaines de millions d'années-lumière, les galaxies s'éloignent les unes des autres comme des points tracés sur un ballon que l'on gonfle. C'est en effet l'expansion cosmologique. Plus nous regardons loin, plus la distance augmente rapidement. Cette expansion, dont nous n'avons à peine évoqué l'existence, deviendra critique pour comprendre les limites ultimes de notre voyage. Mais pour l'instant, retenons seulement qu'à l'échelle des superamas, la gravité ne suffit pas pour maintenir les galaxies ensemble. Des portions entières de l'univers s'éloignent, et certains objets, pourtant lumineux, pourraient ne jamais nous être accessibles, car leur lumière ne pourrait jamais nous parvenir. Ainsi, à l'échelle du groupe local et des superamas, nous prenons conscience que notre galaxie n'est qu'une brique dans un mur de galaxies, elle-même microscopique au regard de l'univers entier. Même avec notre fusée, avec son accélération sans limite, nous ne faisons que plonger plus profondément dans un abîme sans fond. Prendre du recul, c'est constater que l'univers ressemble à un gigantesque labyrinthe, où chaque niveau de structure en contient un plus vaste. Nous voici parvenus aux limites ultimes de notre expansion cosmologique, là où la lumière elle-même ne suffit plus à éclairer les abîmes lointains. Jusqu'à présent, nous avons traversé le système solaire, le voisinage stellaire, la galaxie, le groupe local, puis les superamas de galaxies, constatant à chaque étape que l'univers est bien plus vaste que tout ce que nous aurions pu imaginer. Pourtant, même après avoir franchi des centaines de millions, puis des milliards d'années-lumière, nous n'avons pas trouvé de bord, pas de mur solide, pas de pancarte indiquant « fin de l'univers ». Nous sommes face à un horizon plus subtil, l'horizon cosmologique. L'horizon cosmologique, c'est cette limite au-delà de laquelle la lumière n'a pas eu le temps, depuis le Big Bang, de nous parvenir. Pour le comprendre, il faut rappeler que l'univers a un âge fini, environ 13,8 milliards d'années. La lumière voyage à vitesse constante, donc il existe une région au-delà de laquelle aucun photon n'a pu nous atteindre. Ce mur n'est pas une barrière matérielle, c'est un effet du temps et de la vitesse finie de la lumière. Depuis la Terre, l'univers observable forme une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, bien plus vaste que 13 milliards d'années-lumière,
parce que l'univers s'est étendu depuis que la lumière a commencé à voyager. Ainsi, des régions autrefois plus proches se sont éloignées. Mais il y a un concept encore plus extrême, le mur de Hubble ou sphère de Hubble. C'est la distance à partir de laquelle l'expansion de l'univers fait reculer des objets plus vite que la lumière. Non pas parce que ces objets se déplacent localement plus vite que la lumière, mais parce que c'est l'espace lui-même qui s'étire. Du coup, au-delà d'une certaine distance, la lumière émise aujourd'hui ne pourra jamais nous atteindre, parce que l'espace s'allonge plus vite que le rayon de lumière ne progresse. Nous touchons là à la véritable nature dynamique du cosmos. La nature expansive de l'univers et l'existence de l'horizon cosmologique ne peuvent être vaincues. Certaines régions de l'univers nous sont et resteront inaccessibles. Et c'est ici que les questions de physique théorique sur la forme, la taille et la géométrie de l'univers entrent en jeu. Quelle forme a l'univers au-delà? L'univers est-il plat, ouvert ou fermé? La réponse dépend de la quantité totale de matière et d'énergie qu'il contient, ainsi que de sa densité critique. La densité critique, c'est un point d'équilibre théorique qui détermine la courbure de l'espace lui-même. Si la densité totale de matière et d'énergie s'ajuste exactement à ce niveau, l'univers s'étend dans une géométrie dite plate. Dans un tel cosmos, les règles familières de la géométrie euclidienne s'appliquent. Les parallèles ne se rencontrent pas et la somme des angles d'un triangle reste strictement 180 degrés. Et l'espace pourrait alors s'étendre à l'infini sans jamais se refermer sur lui-même. Si la densité dépasse la valeur critique, les choses prennent une tournure différente. L'espace acquiert alors une courbure positive, comme la surface d'une sphère. Mais ici, c'est une structure en 4 dimensions qui se plie comme ça. Dans un univers dit fermé, nous pourrions voyager en ligne droite encore et finir par revenir à notre point de départ. C'est un peu comme si nous faisions le tour de la Terre avec une dimension supplémentaire. L'univers n'aurait pas de bord à proprement parler, mais serait fini, contenu en lui-même. A l'inverse, si la densité de l'univers s'avère plus faible que cette fameuse densité critique, la courbure deviendrait négative, rappelant la forme d'une selle à cheval. Ici, les trajectoires se comporteraient étrangement. Les lignes parallèles s'éloigneraient sans cesse les unes des autres, et l'univers s'étendrait sans fin lui aussi, potentiellement infini, mais très différent d'un espace plat. Cette géométrie ouverte suggère un cosmos où le concept de distance et de direction se brouille encore plus, transformant notre compréhension de ce qui est droit ou courbe. Les données cosmologiques réelles, notamment obtenues grâce au fond diffus cosmologique, suggèrent que l'univers est extrêmement proche du plat, avec une marge d'erreur infime. Cela signifie que, dans les limites de nos observations, l'univers apparaît comme presque parfaitement plat. S'il est parfaitement plat, il peut être réellement infini. S'il est quasiment plat, il pourrait malgré tout être immensément grand, avec un horizon des centaines, voire des milliers de fois plus grand que celui de l'univers observable. En d'autres termes, même le plus optimiste des scénarios suggère que l'univers dépasse largement tout ce que nous pouvons voir. Ce que nous nommons univers observable n'est alors qu'un minuscule morceau d'un ensemble bien plus vaste. Cette conclusion a des implications vertigineuses. Même notre fusée magique, capable d'accélérer sans cesse, ne pourrait jamais sonder la totalité de l'univers. Au mieux, nous pourrions explorer une fraction de plus en plus grande de l'univers observable. Mais le reste, au-delà de l'horizon cosmologique, restera à jamais caché. Et si l'univers est véritablement infini, alors aucun voyage, aucune technologie ne pourra nous permettre de le parcourir intégralement. Même la taille minimale de l'univers établie par les mesures cosmologiques garantit qu'il est déjà bien trop grand pour qu'un jour nous espérions en faire le tour. La science ne peut nous fournir qu'une estimation, pas une certitude absolue. Elle nous donne des bornes, des contraintes. Au-delà, les lois de la physique, la vitesse de la lumière et l'expansion même de l'espace décrètent que nous ne pouvons plus rien observer, que nous ne saurons peut-être jamais rien de ce qui se trouve au-delà. Donc malheureusement, pas de réponse facile. Nous ne savons pas si l'univers est infini, ni où se situeraient ses limites, si tant est qu'elles existent. Et pourtant, c'est précisément cette incertitude qui me bouleverse. Même avec un vaisseau d'une énergie inépuisable, accélérant indéfiniment et disposant d'un temps illimité, nous ne pourrons jamais explorer qu'une fraction dérisoire du cosmos. Jamais nous n'atteindrons un bord, un mur final, un terme à notre épopée. Et c'est ce sentiment que cette image, celle qui a tout déclenché en moi, me fait ressentir. Cette photo, en révélant un foisonnement de galaxies invisibles à l'œil nu, me rappelle à quel point notre univers est d'une immensité au-delà du raisonnable, au-delà des chiffres, au-delà de tout ce que notre esprit peut concevoir. Et au cœur de cet océan infini,
notre Terre n'apparaît plus que comme un petit oasis minuscule, un îlot de complexité et de vie dans un désert sombre et silencieux.